Bienvenue à ce webinaire dédié aux stratégies pour structurer et financer vos projets d'innovation. Nous allons explorer les grandes problématiques qui touchent les entreprises innovantes et partager des solutions concrètes pour maximiser leur potentiel. On va revenir très rapidement sur les actualités fiscales. Vous avez vu, fin 2024, il y a eu un tas d'informations qui sont passées sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, mais aussi sur les journaux télévisés, à propos du projet de loi de finances 2025. On en est arrivé à un stade où ce projet de loi de finances, il n'a pas été publié. Il aurait dû être publié au 31 décembre 2024. Il n'a pas été publié pour les raisons que vous avez tous vues. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est des entreprises innovantes. Eh bien, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi de financement, une loi spéciale qui, en l'état, pour l'instant, malgré toutes les propositions qu'on entend tous les jours, prolonge le CIR, le crédit impôt recherche, de la manière dont on le connaît. On reviendra sur les quelques critères rapidement par la suite, et qui prolonge les statuts sous certaines conditions que l'on connaît d'ores et déjà. Il y a énormément d'amendements qui sont déposés, il y a énormément de choses qui sont discutées. Si on veut aller un peu plus loin, on voit que dernièrement, il y a eu un amendement qui a été rejeté et que potentiellement le sujet de l'exonération des charges patronales si on est JEI serait abandonné. En revanche, pour l'instant, à date d'aujourd'hui où on se parle, rien n'a été tranché. Voilà. Mais ce sont des choses à anticiper sur lesquelles on reviendra. Concernant le crédit impôt innovation, pour l'instant, il semble être prolongé par une note du gouvernement qui a été passée le 31 décembre 2024. À ce jour, beaucoup de choses autour du crédit impôt innovation, mais aucun élément de statut sur l'arrêt du crédit impôt innovation. Moi, personnellement, pour vous donner mon avis, que le crédit impôt innovation est un dispositif fiscal qui est amené à évoluer. Peut-être pas à s'arrêter, mais à évoluer. Le crédit impôt innovation, c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement. Hein. Le crédit impôt recherche existe depuis bien avant. Les entreprises existent depuis bien avant. Ça veut dire que il faut mesurer quels peuvent être les impacts. Si moi je suis une entreprise innovante, qu'est-ce qui se passe? Comment j'anticipe l'arrêt du crédit impôt innovation, qui reste un bonus, hein, finalement, on verra sur une timeline à la fin de la présentation. Ça reste un bonus, hein, puisque de toute manière, il faut avoir la trésorerie initiale pour faire ses dépenses et pouvoir bénéficier potentiellement de ce crédit d'impôt et de ce bonus. Mais il faut quand même anticiper les impacts. Le premier, je pense le principal, le nerf de la guerre d'une startup, c'est quoi? C'est sa trésorerie. Donc ça veut dire qu'il faut commencer d'ores et déjà. C'est un conseil aujourd'hui qu'on donne en tout cas à toute entreprise, peu importe sa taille, son historique, son existence et sa manière de gérer ses projets d'innovation. On conseille fortement de travailler sur la manière dont on peut réaménager le levier financier qui est le crédit impôt innovation. Exemple, si chaque année je perçois 15, 20, 25 000 euros de crédit impôt innovation qui vient bonifier ma trésorerie à N+1, eh bien, il faut d'ores et déjà, peut-être sur un business plan financier, prévoir cette absence de bonus et anticiper les besoins en trésorerie qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Le deuxième, il est un peu plus large, c'est potentiellement, si, et c'est le cas, hein, une bonne partie des entreprises innovantes aujourd'hui orientent les investissements en grande partie grâce aux leviers fiscaux et aux leviers de financement qui est mis à disposition par l'État, il faut anticiper une réduction potentielle de ces investissements pour certaines structures. Le crédit impôt innovation aujourd'hui représente quand même une part importante sur des entreprises qui portent un produit d'innovation. C'est un point qu'il faut anticiper que potentiellement sur les 2, 3, 4 années à venir, si le dispositif est un peu chatouillé, est un peu modifié, il va falloir revoir potentiellement à la baisse ses investissements et réorienter sa stratégie. À moyen long terme, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire potentiellement que si j'ai moins de fonds, que je sécurise ma trésorerie, mais potentiellement si j'ai moins d'argent, je vais peut-être moins vite, je recrute peut-être moins, et dans ce cas-là, le produit, dans ma roadmap globale du développement, va mettre plus de temps parce que j'aurai moins de ressources, moins de fonds. Donc potentiellement, à moyen long terme, c'est un ralentissement de la mise sur le marché de mon produit et de mes innovations. Voilà. Donc l'impact, il est vraiment global. Il n'est pas que au niveau des entreprises innovantes, il est potentiellement aussi au niveau des personnes qui demain sont déjà dans l'adhésion de cette innovation et qui attendent impatiemment la sortie sur le marché. Voilà. Tu peux peut-être anticiper sur les évolutions? Oui, pareil pour compléter, pour les entreprises déjà un peu plus établies qui ont plusieurs projets en parallèle, il y aura peut-être des choix à faire aussi sur ceux qui vont sur le marché le plus rapidement
et ça rejoint le fait qu'on aura moins de solutions innovantes à court terme. Ce qui peut être envisagé aussi, c'est d'avoir des produits plus disruptifs, c'est de chercher des complexes technologiques ou des technologies novatrices qui demanderont de la R&D, pas uniquement de l'innovation. Parce qu'à ce moment-là, comme le CIR est sécurisé, vous pouvez aussi bénéficier de ce financement pour votre projet. Il y a d'autres possibilités à explorer, comme le SICO, qui est la collaboration avec des instituts publics, ou le CII 3V, qui est pour les industries vertes, ou le CIMA, qui est pour les métiers d'art. Ça peut aussi être avec des aides publiques, il y a des financements BPI, ADOC, qui permettent de supporter ou de financer le projet, quel que soit son niveau de maturité, que ce soit juste l'idée ou la création d'entreprise ou l'arrivée sur le marché. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on essaye de pousser, en tout cas comme conseil, comme bonne pratique là-dessus, on rencontre beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont un vrai projet d'innovation et on pressent que derrière l'innovation, il peut y avoir un effort de recherche supplémentaire qui est fait, qui permettent non seulement de sécuriser l'innovation, mais aussi de renforcer, on va dire, la capacité à créer de la connaissance pour rendre et pour valoriser davantage son innovation. Et là, l'encouragement qui peut être fait, c'est d'ouvrir un peu, et quand c'est bien tracé, on verra comment après, d'ouvrir un peu les écoutiers et se dire, ok, mon projet aujourd'hui, où est-ce que je me situe sur l'état de l'art industriel global et l'état de l'art tout court, et est-ce que en plaçant le curseur de manière un peu différente par rapport à la maturité de mon projet, j'ai la capacité de mieux valoriser mon projet pour pouvoir avoir accès à la fois à des leviers auxquels je n'avais pas pensé. Ça peut être le crédit impôt recherche, ça peut être le crédit d'impôt recherche collaboratif qu'a cité Anthony, mais ça peut être aussi d'autres soutiens, des aides publiques. Il y en a tous les jours, des nouvelles entre guillemets, avec des programmes, des appels à projets, BPI. Il y en a plein. On a vu dernièrement que la bourse French Tech passait de 30 000 à 50 000 euros. C'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que déjà, si dans mon plan de financement, j'avais prévu 30 000 de bourse French Tech et à l'horizon de 18 mois, peut-être 20 000 euros de crédit impôt innovation sur une part qui n'est pas financée, je revois avec une enveloppe qui est supérieure. Et nous, on encourage fortement les entreprises à se rapprocher de laboratoires pour renforcer cette notion de recherche. Ça ne veut pas dire que derrière, il faut nouer un contrat de collaboration, mais ça veut dire simplement qu'il ne faut pas hésiter, et on va le dire souvent ce matin, à perdre du temps au départ pour en gagner par la suite, pas forcément en termes de fonds, mais en termes d'ouverture d'esprit sur la manière de gérer sa stratégie d'innovation. Si on arrive à anticiper les bons indicateurs et à les dresser dès le départ, c'est très simple de les suivre et de les réaffiner par la suite. Quoi qu'il en soit, ce projet de loi de finances, il faut en tenir compte. Il est encore en débat aujourd'hui avec le nouveau gouvernement qui est en place. Tu peux nous commenter rapidement sur comment ça se passe en mode normal? Oui, donc pour un calendrier à peu près normal et qu'on a pu suivre, c'est que sur la fin de l'été, on a un projet de loi qui est proposé par le Conseil des ministres, qui ensuite passe au Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, et il y a une navette parlementaire. L'Assemblée va étudier le projet de loi, va accepter va l'amender en proposant des modifications. Ensuite, il vote sur le projet global qui est accepté ou non. Et ensuite, ça passe au Sénat qui va faire le même travail, mais en décalé. Si les deux chambres ne se mettent pas d'accord sur le projet, la commission mixte paritaire qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a des sénateurs qui vont se réunir avec des députés et qui vont essayer de trouver un accord commun. Ensuite, elle est votée. Il y a la promulgation de la loi au plus tard le 31 décembre de chaque année. Et entre-temps, on a potentiellement le Conseil constitutionnel qui est interrogé sur des points très techniques. Est-ce que le projet de loi, dans ses dépenses ou dans ses recettes, répond à la Constitution? Là, du coup, on a été à l'Assemblée qui avait refusé le texte au global. On est passé au Sénat qui commençait à le traiter. Et on a eu une motion de censure qui a fait tomber le gouvernement. Ce qui veut dire que le projet de loi s'est arrêté. Actuellement, le gouvernement Bayrou a repris le projet de loi précédent de Barnier et le travail au Sénat est basé sur le projet de loi de finances de l'été dernier proposé par le gouvernement Barnier. C'est pour ça que les amendements qu'on entend ou les discussions qu'on entend actuellement, c'est sur le premier projet de loi qui a été déposé. Rien ne dit qu'il ira au bout. Pour l'instant, on a un rejet de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi. On attend la réponse du Sénat d'ici une dizaine de jours. Et comme je le disais, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est-à-dire que si le Sénat l'accepte et l'Assemblée nationale le refuse, des députés et des sénateurs vont se réunir pour essayer de trouver un compromis. On a replacé
la vision aujourd'hui que l'on porte aux côtés des entreprises innovantes, celle que j'ai vécue pour ma part et que tu as dû vivre également dans ta vie antérieure en tant que start-upper également, c'est 6 briques principales qui viennent pour nous orienter la structuration d'un projet. Attention, ça reste un référentiel et comme toute bonne règle, elle peut être aménagée en fonction de son contexte, en fonction de ses recherches, en fonction de son projet, en fonction de son marché. Par définition, ces 6 phases, c'est quoi? La première et la plus importante, c'est l'organisation. Organiser ses idées, clarifier ses projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle fois, perdre du temps au départ à construire une feuille de route qui va définir précisément, et c'est la deuxième étape, mes objectifs et mes jalons. Est-ce qu'ils sont atteignables ou non? On ne le sait pas encore. Quoi qu'il en soit, il faut les positionner. Je dis toujours qu'un business plan financier, par exemple, il faut qu'il soit le moins faux possible. Un business plan n'est qu'un repère. Eh bien, la définition des objectifs, ce ne sont que des repères qui donnent à la fois une vision très claire aux personnes qui participent au projet, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi aux différentes parties prenantes à l'extérieur du projet. L'incubateur, si il intervient dans votre processus de construction d'entreprise, les financeurs, vos actionnaires, vos partenaires scientifiques, vos partenaires commerciaux, ça permet de donner un fil conducteur commun à tous. Ce qui permet derrière, une fois qu'on a correctement défini son projet, d'identifier les besoins. Voilà, aujourd'hui, j'ai défini un programme de recherche sur 24 mois, une phase de test sur 18 mois, puis une phase de mise sur le marché et d'expansion à l'international sur 24 mois. J'ai des grandes fenêtres. Maintenant, c'est quoi? De quoi j'ai besoin pour pouvoir sortir une première preuve de concept? Donc, j'identifie mes besoins. Qui dit besoin dit financement, dit ressources humaines, ressources matérielles. Donc là, j'identifie et je commence à cadrer doucement ce dont je vais avoir besoin. Ce qu'on appelle l'enveloppe initiale budgétaire nécessaire au lancement d'un projet. Cette enveloppe budgétaire derrière, eh bien, une fois qu'on a identifié ses besoins et ses sources de financement, on va commencer parce que, à la fois, pour suivre mon projet qui peut aller très vite par la croissance de mon effectif, de l'adhésion des premiers bêta-testeurs, de la visibilité que je peux avoir avec une étude de marché ou une étude d'antériorité, eh bien rapidement, je vais devoir mettre en place tous mes outils, tous mes process, toutes mes méthodes pour suivre à la fois techniquement et financièrement mon projet. Au début, dans une startup, la même personne, le fondateur, qui est bien souvent est quelqu'un de plutôt technique, mais ça veut dire que dès le départ, il faut correctement s'organiser, trouver les bonnes personnes et la bonne organisation pour mettre en place ce suivi rigoureux. On insistera dessus tout à l'heure. L'avant-dernière phase, c'est cette phase d'initialisation. C'est que là, je suis prêt. J'ai mes outils, j'ai mon équipe, j'ai identifié mes sources de financement, j'ai initié l'atteinte à certains financements, je suis prêt, je lance mes projets qui sont prioritaires. La notion de prioritaire, il n'y a pas de définition. Si j'ai 100 projets, j'ai 100 priorités différentes. Ce qui compte, c'est la mise en place de votre mode de suivi et de la gestion de vos priorités. La priorité, elle peut être d'un point de vue ressources, elle peut être d'un point de vue produit par rapport au marché, elle peut être aussi d'un point de vue recherche, parce que j'ai identifié des lacunes dans l'état de l'art et pour faire le produit que je souhaite développer, il faut au départ que j'apporte une connaissance nouvelle. En tout cas, tout ça me permet derrière de rentrer dans un schéma récurrent, systématique, original, et c'est avec ça que je serai en mesure de m'adapter. Adapter mon équipe, adapter mes ressources, réorienter les financements si finalement j'arrive plus vite sur le marché et je me rends compte que un marché que j'avais ciblé au départ européen est finalement un marché plutôt américain. Donc aller chercher par exemple une assurance prospection pour pouvoir sécuriser l'implantation à l'international, ou bien finalement c'est plus compliqué que prévu. Je vais devoir faire appel à une ressource financière supplémentaire pour financer une collaboration avec la recherche que j'avais pas prévue. Voilà, tout ça permet à la fin d'avoir un schéma d'adaptation parce qu'au départ, j'ai anticipé les besoins et je les ai structurés. Est-ce que tu veux rebondir? Oui, il faut avoir une vision globale de l'ensemble de ces projets et en termes de suivi ou de vision, il faut avoir ces outils. Définir un vrai cahier des charges avec les vraies échéances, les vrais jalons, les vraies phases d'avancement, ça permet déjà de clarifier comment on va développer le projet. Ça permettra de faciliter sa mise en place et son initialisation. Donc cahier des charges, c'est être sûr qu'on a fait une bonne étude de marché pour être sûr qu'on va aller dans la bonne direction et qu'on va bien cibler ce qui est attendu par les consommateurs.
On a essayé de lister ici ce qu'on appelle les indicateurs clés de succès d'un projet bien structuré. Il n'y en a pas 50, il y en a 4. On a essayé en face de ces indicateurs de vous mettre les dérives et les conséquences possibles. Ces 4 indicateurs-là, on va commencer par le premier. C'est pour nous presque le plus important, c'est où est-ce que je mets les pieds. C'est quoi mon marché ? C'est quoi, à qui je m'adresse ? Comment je m'adresse ? Et c'est quoi les besoins ? C'est quoi mes besoins pour pouvoir justement adresser sur le marché demain un nouveau produit. La dérive directe, hein, et on le voit bien souvent, l'étude de marché s'arrête à l'idée que j'ai eue dans mon garage, sans faire un exemple bateau, mais l'idée que j'ai eue qui va révolutionner le monde. Je sais que je suis un fanat du domaine et forcément il n'y a rien d'aussi bien que ce que j'ai en tête. Ok, je connais le marché, je le maîtrise. Bah, le risque, c'est que si jamais je ne vais pas au-delà de cette étude de marché, eh bien le premier c'est que ça soit un échec au moment où je le mets sur le marché. Pour 2 raisons. La première, malgré une culture très développée de la concurrence, j'avais pas anticipé qu'un produit identique était en train d'être développé. Le second, c'est le timing, ce qu'on appelle le time to market. Et je suis pas allé assez vite, justement parce que mon étude de marché, comme je l'ai pas suffisamment poussé, j'ai pas vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui développait ça, qui était déjà en test à l'horizon des 2 mois à venir. L'impact, il est immédiat. Une mauvaise étude de marché ou une étude de marché que l'on n'a pas pris le temps de faire, et je pourrais également parler d'un état de l'art si ça va au-delà du produit et que je suis vraiment sur la notion de connaissance que je dois maîtriser et savoir si oui j'ai une activité de recherche en plus, il est immédiat et on le voit aujourd'hui, une société sur 3 ne fait pas d'études de marché. Et bien souvent, ça nous arrive notamment quand on travaille sur des dossiers de crédit impôt innovation, quand on arrive à la phase de justification, c'est un néant documentaire parce que on n'a pas eu le temps. Souvent on entend ça, j'ai pas eu le temps. En fait le temps il faut le prendre dès le départ. Le deuxième impact, la deuxième dérive qui est presque aussi importante, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe le financement sur lequel vous souhaitez aller, les dossiers seront rejetés s'il n'y a pas correctement un marché qui est positionné. Voilà. C'est hyper important. Le deuxième et le troisième point, c'est le suivi technique et le suivi financier. Si on n'est pas capable de mettre en place un bon suivi technique avec un bon suivi financier, la dérive possible, c'est à la fois d'un point de vue financier, on va allouer des dépenses ou allouer du budget à des choses qu'on a déjà faites, d'accord ? Et forcément, plus on dépense d'argent, plus on réduit la marge. Et donc on perd du temps derrière à remonter ces dépenses et potentiellement à les justifier si elles ne sont pas correctement suivies. D'un point de vue technique, on risque tout simplement d'allouer des ressources sur des expérimentations qu'on a déjà fait. Mais comme elles ne sont pas documentées, on ne le sait pas. On va forcément générer du retard. Si à un moment donné il faut trancher, on va générer du retard parce qu'on n'est pas capable de remonter le travail qui a été effectué. Et directement, on va également perdre du temps s'il s'agit à un moment donné d'avoir accès à un dossier de financement, que ça soit une aide publique ou de la fiscalité. Le dernier volet, c'est le suivi d'avancement. De manière générale, toutes les entreprises aujourd'hui qu'on accompagne qui ne prennent pas le temps chaque semaine et chaque mois de statuer sur les travaux qui sont faits, qui devaient être faits, qui sont bloqués et qui sont à faire, c'est une perte de temps et c'est directement de grosses difficultés à qualifier les dépenses a posteriori puisqu'on n'a rien documenté. Il y a un manque de visibilité qui est très fort et c'est là qu'il faut insister sur justement le travail d'un entrepreneur, c'est de faire des choix. Est-ce qu'ils sont bons ou non, on ne sait pas, mais c'est de faire des choix. Pour faire des choix et arbitrer la décision qu'on peut prendre sur un recrutement, une dépense, l'arrêt d'un projet, il faut avoir de la donnée. Donc, si on n'a pas cette donnée, on n'est pas en mesure de capitaliser sur les résultats potentiels et l'échec, il peut être immédiat et la décrédibilisation du montage de projets associés et du montage d'aide, il est également immédiat. Les bonnes pratiques en face, c'est quoi ? Maîtriser le marché ou maîtriser l'état de l'art, ça veut dire tout simplement prendre le temps de faire ça. Il faut prendre le temps d'organiser un état de l'art et un état du marché, et non seulement de l'organiser, mais de l'actualiser. Nous, ce qu'on propose souvent, c'est de faire un point à mi-année, d'actualiser cet état de l'art ou cet état du marché pour pouvoir très rapidement réorienter la stratégie. Sur la partie suivi technique, c'est bien définir un cahier des charges, comme le disait Anthony, mais au-delà de définir un cahier des charges qui n'est qu'une image à l'instant T du projet, c'est de réaliser des rapports flash. C'est à période régulière documenter l'avancement du projet, mais c'est également faire la même chose sur l'aspect financier. C'est documenter financièrement où est-ce qu'on en est dans la consommation du budget. J'avais prévu de recruter 3 personnes, j'en ai que 2.
ça veut dire que j'ai dépensé moins, mais j'ai avancé moins vite, potentiellement. Ou alors j'avais prévu de passer 3 semaines sur le développement de mon POC, et finalement, ça fait 1 mois, je suis à peine à la moitié de mon cahier des charges. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir anticiper la prise de décision, de limiter le risque et d'optimiser finalement la gestion de la trésorerie, qui reste encore une fois le nerf de la guerre. Sur le suivi d'avancement, je vais directement parler des outils et d'un outil comme Laboxy, puisqu'aujourd'hui, c'est capital. La dépense principale d'une aide publique, que ce soit une aide publique, BPI, une bourse French Tech, une avance remboursable, un prêt à l'innovation ou différents financements annexes, ou bien pour de la fiscalité, la dépense principale, c'est la masse salariale, bien souvent au départ. Le seul moyen de justifier et de documenter une masse salariale, eh bien, c'est de suivre scrupuleusement les temps, les actions, les difficultés rencontrées, et de pouvoir les quantifier. La justification n'est cohérente que si elle est mesurable et quantifiable et justifiable. Voilà. Ce suivi des temps, il sera demandé de toute manière, à la fois pour prouver la manière dont la ressource est consommée jusqu'à présent, mais aussi pour prouver a posteriori, et c'est bien souvent là qu'on perd du temps aussi, pour prouver a posteriori le temps qu'on a passé et les actions associées. Pour entamer la deuxième partie de ce webinaire, on voulait revenir sur les distinctions en termes de définition. En réalité, on utilise ces termes sans vraiment savoir leur vraie définition, ou en tout cas la définition qu'il faut connaître si demain on veut sécuriser l'accès à certains financements, que ce soit des aides publiques ou de la fiscalité. Donc il y a une définition générale qui dit que l'innovation, c'est quoi? C'est un concept qui va, par ses modifications et ses améliorations, créer un gap, une rupture concurrentielle, une rupture marketing avec l'existant. Donc innover, c'est créer et améliorer quelque chose d'existant ou pas. Voilà, j'innove. Tout le monde innove en réalité. Maintenant, est-ce que tout le monde fait de l'innovation au sens de l'administration ou de la recherche et du développement? On s'appuie aujourd'hui, quand je dis on, c'est pas Jubéa, hein, c'est le ministère des Finances, le ministère de la Recherche, les financeurs publics. On s'appuie sur 2 définitions. La notion d'innovation, on va parler d'innovation quand on va parler de l'amélioration par les performances d'un produit. Faire de l'innovation, dans le cadre de la plupart des financements aujourd'hui, que ce soit des aides publiques, mais surtout le crédit impôt innovation, c'est être capable de mettre sur le marché un produit qui se distingue par des performances supérieures par rapport au marché. Et on retrouve là de nouveau cet intérêt à bien faire son étude de marché au départ, puisqu'une innovation et une performance associée n'est valide que si elle est mesurable ou quantifiable. Exemple, j'ai développé un nouvel algorithme informatique et aujourd'hui, quand je pousse ma solution à mes utilisateurs, au lieu de faire 12 clics, ils n'en font plus que 2. L'innovation, elle est à la fois sur l'ergonomie et mes fonctionnalités. Et la performance associée, elle est mesurable puisque j'apporte ce que j'appelle un gain de productivité. Elle est mesurable, elle est quantifiable. Voilà ce que c'est qu'une innovation de produit au sens de l'administration. Et bien souvent, pour atteindre mes fins sur le développement de mon produit, je suis confronté non seulement à des problématiques marché, mais au-delà de ça, à une absence de connaissances. C'est-à-dire que pour pouvoir assembler ce qui existe, je n'ai pas les connaissances, et non seulement je les ai pas, mais l'état de l'art ne les a pas non plus. C'est-à-dire que la bibliographie technologique, technique, scientifique ne me donne pas la démarche et les connaissances nécessaires pour pouvoir créer mon produit. Donc, on descend d'un niveau et on fait ce qu'on appelle de la recherche et du développement, c'est-à-dire que je me mets dans une situation où là je suis sur purement des activités créatives et systématiques pour créer de la connaissance. C'est-à-dire qu'avant de créer de la performance, je vais créer de la connaissance. Je reprends mon exemple, je développe mon algorithme informatique, mais finalement je me rends compte que les frameworks, les langages, les différentes solutions existantes, en les assemblant ensemble, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai une problématique de données, un volume de données important à traiter, ou bien je veux afficher des choses à l'écran que ma carte graphique ne peut pas gérer, ou bien mon CPU n'est pas capable de gérer la vitesse de calcul, et là je me documente plus loin que le marché, je vais aller dans les connaissances accessibles et l'état de l'art, et ce que je constate, parce que je fais partie du domaine et que je suis compétent dans mon équipe, eh bien ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune connaissance, en tout cas aucune démarche expérimentale qui est correctement écrite et qui me dit comment faire avec quoi. Donc là, il va falloir que je perde du temps, en quelque sorte, à chercher, poser des hypothèses, les vérifier, et bien évidemment, c'est là où la documentation de toutes ces phases-là est importante, puisqu'elle me permet demain
pour poursuivre ma recherche et mon développement, eh bien, de documenter le temps que j'ai passé pour aller chercher notamment du crédit impôt recherche. Tu reviens rapidement sur le vocabulaire ? Oui, alors il faut faire très très attention au vocabulaire. On a plusieurs notions. Donc déjà, il y a la notion de JEI sur laquelle on reviendra. Dans son nom, c'est marqué, c'est innovation. Et en fait, c'est pas l'innovation qu'on doit démontrer, c'est de la R&D. C'est exactement ce que disait Arnaud, c'est de la recherche et développement. On doit créer de la connaissance. Donc il faut faire attention à ce vocabulaire-là. Et après, quand on va discuter entre l'administration fiscale pour le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, ou des financeurs publics comme BPI ou comme la région, ça va pas être le même vocabulaire. Certains vont parler de recherche, mais en général, les financeurs de subventions ou avances remboursables vont utiliser que le mot innovation. Ils vont pas mettre en avant le côté recherche. Donc il faut vraiment regarder les cahiers des charges des appels d'offres et vraiment faire attention à la maturité du projet pour adapter le vocabulaire en fonction du financeur et de la personne qu'on a en face. Ouais, c'est vraiment hyper important, et on aurait pu le rajouter là. On participe régulièrement à des tours de table dans des levées de fonds, et typiquement, bien souvent j'entends des investisseurs qui sont pas forcément des entrepreneurs de la tech, mais qui ont cette capacité justement à injecter des actifs pour soutenir l'innovation en France. Mais vous faites de la R&D, je comprends pas. Non. On a une stratégie d'innovation qui nous permet aujourd'hui, grâce à cette levée de fonds, de poursuivre le développement de cette innovation et de garder notre avance technologique, notre rupture. Mais on n'a pas de verrou scientifique, on n'a pas d'incertitude scientifique, on n'est pas sur une démarche de R&D. Donc attention, parce que ça peut effrayer. Donc c'est pour ça, voilà, que comme le disait Anthony, il faut vraiment bien adapter son discours avec l'interlocuteur qu'on a en face de nous, au risque d'avoir soit des malentendus ou directement un rejet de dossier si on s'adresse, si on fait du crédit impôt recherche par exemple. Voilà. À gauche, vous avez le premier prototype de souris qui date de 1963, et à droite, vous avez une souris, on va dire, du quotidien actuellement. À gauche, on était sur de la R&D parce qu'il fallait assembler des mécanismes pour se déplacer, un bouton pour envoyer de l'information. Et le tout, il devait être connecté à des ordinateurs de l'époque, très performants, vous pouvez l'imaginer, pour faire du pointage sur un écran. Donc il y avait toute la mécanique, la transmission en temps réel, des nouveaux protocoles de communication, du traitement de données, de l'ajustement à l'écran. Donc on était vraiment sur de la R&D. On peut voir une phase suivante qui a été l'évolution, parce que les mécanismes à boule qu'il y a eu entre temps ou à roulette, il y avait de la poussière, la précision de pointage n'était pas bonne. On est passé sur des mécaniques à vision infrarouge, capteur infrarouge sous la souris. C'était encore de la R&D parce qu'on avait une nouvelle technologie qu'il fallait réussir à intégrer, transmettre de l'information avec des systèmes de pointage. Et on peut voir sur des périodes plus récentes que la souris, elle est plutôt passée en innovation. Ouais. Avec, on est passé de 1 ou 2 boutons, on a rajouté une molette au milieu, donc ça, on va rajouter de la fonctionnalité. On a modifié l'ergonomie. Alors à gauche, c'est absolument pas pratique à tenir en main. On a des formes un peu plus ergonomiques sur la droite. Donc ça répond à des critères d'innovation. Et on peut être aussi cyclique, c'est-à-dire que sur la partie de gauche, on peut très bien dire le bois, il a été retravaillé pour l'ergonomie, donc on va être de l'innovation. Mais après, il y a une nouvelle technologie ou il y a une nouvelle idée, et on va repartir sur un cycle de R&D. C'est pour ça qu'il faut bien suivre le projet qui peut vivre et repartir à certaines fois en R&D. D'ailleurs, bien souvent, un projet d'innovation au sens large, c'est un ensemble d'étapes successives ou parfois non anticipées qui alternent entre recherche et innovation dans les premiers mois, voire parfois les premières années, puisque la finalité d'une entreprise innovante, c'est pas de faire de la recherche, c'est d'arriver avec un produit de rupture sur un marché avec une innovation. Donc là, dans l'exemple, clairement, il est clair que si on pousse sur la souris de droite aujourd'hui, évidemment que de manière très précise, par exemple sur la capacité et la vitesse de déplacement d'une souris, il y a peut-être un peu de recherche qui est effectuée. Mais ce qu'on veut dire par là, par cet exemple-là, c'est qu'en fait, à gauche, on a des verrous qui sont à la fois la capacité à développer une nouvelle connaissance qui permette de transformer un mouvement en un clic. Donc il y a énormément de recherche et développement là-dessus. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui avec la souris qu'on voit à droite. Aujourd'hui, à droite, sur la souris de droite, ces problématiques scientifiques exactement sont maîtrisées. Je n'ai plus de verrou, je n'ai plus d'incertitude. Par contre, je vais travailler un peu sur la forme, l'ergonomie, peut-être la fonctionnalité, rajouter un bouton sur le côté. Demain, n'importe qui veut rajouter un bouton sur le côté va peut-être créer une nouvelle souris qui se distinguera par les performances ergonomiques ou fonctionnelles, mais qui en réalité n'apportera aucune connaissance supplémentaire à l'état de l'art scientifique, de la capacité à avoir un objet connecté qui permet de faire un mouvement en 2D. Voilà. Voilà pour vous donner un exemple concret. On parle de JEI,
mais on est réellement sur une jeune entreprise innovante qui est en capacité de faire de la recherche et du développement, c'est-à-dire à créer de la connaissance sur un domaine technique précis et à porter cette connaissance en vue de développer un état de l'art supplémentaire. Voilà. Tu reviens sur les critères rapidement ? Oui, donc il y a certains critères qui ont été définis par les différents gouvernements et l'administration. Donc le premier, c'est qu'à la clôture de l'exercice, il faut avoir moins de 8 ans. Il faut être une PME au sens communautaire, avec un capital détenu à 50% par des personnes physiques. Donc la PME au sens communautaire, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de CA et moins de 43 de bilan. Donc pour une jeune entreprise, ça peut être facile. Mais par contre, si vous faites rentrer un grand groupe dans votre capital, s'il a moins de 25%, c'est pas intéressant. S'il est entre 25 et 50%, on doit intégrer ces chiffres de CA de personnel à ceux de l'entreprise. Donc par exemple, vous faites rentrer Google à 30%, en fait pour déterminer si vous êtes PME, vous devez intégrer 30% du CA, du bilan et du personnel de Google. Ce qui en soi est une bonne nouvelle dans l'absolu. Vous perdez le statut GEI, mais vous avez 30% de part détenue par Google. Enfin, une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être une bonne nouvelle. C'est un impact sur la stratégie de l'entreprise, voilà. Elle peut le décider, c'est juste que c'est un exemple qui fait il faut faire attention en fonction de ce qu'on veut faire. Le point numéro 4, c'est que l'administration demande à ce que 15% des charges fiscalement déductibles de l'entreprise soient investies en R&D. Donc R&D au sens qu'on a cité tout à l'heure, hein, ouais, c'est cette capacité à passer du temps à créer de la connaissance, investir via du matériel ou avoir des dépenses de sous-traitance par exemple ou autre. Oui, et le dernier point qu'il faut vérifier, c'est qu'il faut qu'on soit une activité nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas une scission d'un grand groupe, on n'est pas une restructuration, on n'a pas racheté d'actifs d'une entreprise ou des clients ou un carnet de marché. C'est la notion qui peut être la plus compliquée à vérifier. Du coup, la vraie question, c'est quand est-ce que je l'active et comment ? Le premier réflexe, on identifie qu'on a de la R&D, qu'on vient de définir, et qu'en plus de ça, on a des personnes qu'on salarie de l'entreprise qui ont des fonctions techniques avec un background scientifique qui est reconnu. Ça, c'est le premier indicateur qui dit c'est bon, potentiellement, je peux avoir accès à ce statut-là. La deuxième chose, et ça, on le tire directement des échanges qu'on a avec les entreprises, c'est que bien souvent, le statut JEI, au-delà d'avoir un avantage fiscal sur l'exonération des charges patronales pour les personnes associées à la recherche, donc directement un salarié dans une entreprise JEI vous coûte moins cher, eh bien il y a aussi un intérêt fiscal pour vos investisseurs, c'est-à-dire que dans le cadre d'une levée de fonds par exemple, si vous bénéficiez des critères dont on a parlé juste avant, eh bien activer ce statut permet à vos investisseurs d'accéder à un abattement fiscal sur les montants investis dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un argument de pourquoi je l'activerai, parce que potentiellement, je vais permettre à mon investisseur de mettre plus parce qu'il a un abattement fiscal. Le dernier, qui est aussi important que les autres, c'est qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans n'importe quel dossier de financement. La première chose qui est demandée, c'est les indicateurs de R&D. Et un indicateur de R&D, il passe non seulement par la capacité à faire de la recherche, mais il passe aussi par la capacité à le justifier. Et le statut JEI, c'est un moyen de justifier qu'on fait de la recherche, puisque quand on dépose, et on verra comment sécuriser juste après, quand on a ce statut-là, bien souvent on a déposé un rescrit, et ce rescrit, il est envoyé à son service des impôts des entreprises, et le SIE est chargé de mandater un expert du ministère de la Recherche, donc on passe par l'intermédiaire de la DRARI, et qui va émettre un avis favorable. Donc ça veut dire qu'un statut JEI favorable, ça veut dire directement que le ministère de la Recherche reconnaît que vous êtes apte à faire de la recherche. Et ça, pour vos actionnaires, pour de potentiels laboratoires qui bossent avec vous, ou pour des financeurs, c'est un super indicateur de recherche. Donc, comment l'activer ? N'importe qui peut se proclamer et peut s'auto-proclamer JEI. Votre expert comptable, lorsqu'il réalise les déclarations URSSAF, il coche la case JEI. Je vulgarise un peu, ça prend un peu plus de temps, mais c'est comme ça que ça se passe. Et n'importe qui peut être JEI. Bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que pour une entreprise qui est primo-déclarante en crédit impôt recherche, bien souvent, on vérifie l'entreprise si elle a eu l'occasion de déposer un rescrit pour verrouiller cette notion de R&D. Nous, on préconise à chaque fois qu'une société ou qu'on est challengé sur des sujets de jeunes entreprises innovantes, on préconise et on recommande, on aimerait bien le rendre obligatoire, mais on n'a pas le pouvoir, mais de déposer ce rescrit de jeune entreprise innovante qui est en réalité un document en 3 parties qui présente
la création, donc on répond à la notion d'activité nouvelle, et les coordonnées et les informations administratives, qui présente également les dépenses. C'est quoi mes salaires, ce sont les investissements. Et la dernière partie, on présente, en prévision de la clôture de mon exercice, je présente un projet de recherche et de développement. Et pour faire un gap très rapide, la manière dont je vais présenter les projets reprend à peu près la manière dont je devrais les documenter demain si je fais du crédit impôt recherche. Donc déposer un rescrit JEI, ça peut prendre du temps, mais acceptez de perdre ce temps-là parce qu'il vous fera gagner du temps pour la justification ultérieure pour certains dossiers comme le CIR. Il vous permettra d'avoir potentiellement un voyant de confiance auprès de l'administration fiscale d'un point de vue expertise. Et bien souvent, mais je mets des pincettes en disant ça, il peut parfois accélérer le traitement de votre premier dépôt crédit impôt recherche parce que vous avez déjà un voyant vert sur la capacité à justifier de votre statut JEI. JEI, ça veut dire jeune entreprise innovante. JEI, ça veut dire jeune entreprise universitaire. Une JEU, c'est quoi? C'est une jeune entreprise innovante qui intègre au capital un chercheur rattaché à un établissement de recherche et qui permet du coup de justifier un statut de JEU. Ce statut, il permet exactement les mêmes avantages sociaux, pardon. À la seule différence, c'est que si on a un chercheur au capital, bien souvent, la typologie du rescrit qu'on a à déposer, elle est plus légère puisqu'on n'a pas à insister sur le volet technique, mais uniquement le volet de création et les dépenses prévues. Donc voilà la distinction entre les deux. C'est d'ailleurs un indicateur fort aujourd'hui qui oriente, je pense, fortement aussi les discussions gouvernementales. C'est que les dispositifs sont vraiment orientés pour la collaboration avec la recherche. Il faut s'en servir. Nous, on en fait quelques-unes des JEU sur des entreprises en création. Pour moi, il y a deux impacts directs. Le premier, ça permet d'avoir un lien fort avec la recherche et indirectement avec les infrastructures. Le second, c'est que c'est un excellent indicateur en termes de R&D. Et donc là, je soulève le point de l'indicateur R&D. Et pour compléter aussi juste le point d'Arnaud, c'est qu'on n'a pas besoin de déposer la première année. Pendant les 8 ans, on peut déposer n'importe quand. Les premières années, l'entreprise, pendant 3 ans, elle peut être dans de l'innovation, pas faire de R&D. Mais la 4e année, elle part sur un projet de R&D. Elle peut demander le statut JEI à partir de sa 4e année. C'est ça, le statut JEI est accessible entre l'année 1 et la fin de l'année 7. Là, on vient de voir du coup qu'est-ce qui permettait de déclencher et comment un statut de jeune entreprise innovante. Maintenant, je suis dans la situation où j'ai mon projet, je le documente. Je passe du temps, j'ai fait de l'investissement, une partie de l'enveloppe a été financée par des aides de l'État. On sait en principe, en moyenne, c'est 1 pour 1, j'apporte 1, on me prête 1. Eh bien, sur la phase que j'ai financée par mes propres fonds ou par une levée ou par un prêt, eh bien, j'ai la possibilité d'aller chercher une économie supplémentaire par du crédit d'impôt recherche, du crédit impôt innovation. Si on revient sur le statut JEI, comme il y a une exonération de charges, la trésorerie augmente, donc on peut investir plus avec un nouveau recrutement ou un recrutement secondaire, ce qui est plutôt pas mal. Ça sécurise les besoins de BFR parce que comme on a l'exonération de charges, on est plus souple sur la trésorerie. Un des points aussi, c'est qu'il y a eu des réformes ces derniers temps, c'est que les JEI ont pu faire des réponses aux appels d'offres de l'administration. Pour le marché public, l'administration peut les solliciter directement si elle considère que leur produit est intéressant pour leurs besoins. Donc c'est un point aussi stratégiquement pour le développement commercial ou partenariat qui peut être très très bénéfique pour l'entreprise. La fiscalité de l'innovation, par définition, ne vous fait pas gagner d'argent. Elle vous fait optimiser vos investissements et finalement économiser de l'argent. Quoi qu'il arrive, le salarié, vous allez le payer. Les charges associées, vous allez les payer. Par contre, si vous arrivez à déclencher ces leviers que sont un statut JEI ou le crédit d'impôt recherche ou innovation, eh bien en fait, vous allez réduire soit par un impact direct sur votre trésorerie via le statut JEI, soit via du crédit d'impôt, vous allez avoir un impact direct sur l'investissement effectué parce que vous allez réduire votre dépense in fine. Voilà. Si on s'applique là au crédit impôt recherche, c'est scientifiquement, c'est la même chose que le rescrit JEI. Par contre, il faut identifier ces incertitudes et ces verrous scientifiques. Donc, c'est déterminer est-ce que la techno est mature, pas mature, est-ce que les scientifiques du domaine public sont capables de le faire et est-ce que j'ai accès à cette connaissance. Un des points à vérifier, c'est la connaissance nouvelle et disponible. Vous pouvez avoir un concurrent qui a la connaissance, mais elle n'est pas partagée. Donc, du coup, vous êtes éligible à refaire les mêmes travaux que lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la phase, vous vous rappelez, sur les 4 points clés succès.
il y a la partie études de marché, ça vaut aussi pour l'état de l'art. Hein. Ouais, c'est cette capacité justement à maîtriser la bibliographie. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir donner une présentation claire de l'existant à l'instant où vous commencez le projet, de l'existant clair, accessible. Évidemment, tout le monde ne publie pas ses résultats, tout le monde ne rédige pas des thèses à longueur de journée, tout le monde ne fait pas de publications scientifiques. Vous, votre travail, c'est d'apprécier l'état de l'art à un instant T. Voilà. Le deuxième point, c'est montrer que les travaux sont systémiques et originaux. Donc là, il faut montrer la créativité que vous allez faire par rapport à l'existant et montrer aussi que votre plan de R&D, il est organisé, que vous avez une voie que vous voulez explorer et qu'elle est vraiment documentée, suivie régulièrement. Le troisième point, c'est démontrer les connaissances nouvelles. Donc, chaque année, dans le crédit impôt recherche, vous allez devoir déposer, vous allez être sollicité par l'administration pour expliquer ce que vous avez fait. Donc, il faut vraiment montrer par rapport à l'existence ce que vous avez fait de nouveau. Quelles sont les créations nouvelles que vous apportez à la communauté. Et le dernier point, c'est qu'il faut avoir un chercheur. Donc, il faut quelqu'un avec un bac+5 dans le domaine du projet. Vous êtes en biologie, il faut un biologiste de bac+5 avec un master. Vous êtes informaticien, il faut un informaticien avec un bac+5. Précision, quand on dit un chercheur, c'est la terminologie utilisée par l'administration. Cette personne n'a pas à avoir été chercheur dans la recherche publique ou privée. Le chercheur, c'est la terminologie pour dire qu'il a les compétences et qu'à minima, un projet de R&D est éligible si on verrouille les 3 points énoncés précédemment par Anthony, mais si également il y a au moins un bac+5 du domaine ou équivalence dans le projet salarié par l'entreprise. Et par conséquent, en verrouillant ces 4 points-là, vous êtes éligible au crédit impôt recherche. Ça veut dire que chaque année, quand vous clôturez vos comptes, votre expert comptable, il va joindre, donc c'est le quand et comment l'activer, il va joindre un certain nombre de CERFA fiscaux, dont un CERFA, qui est le CERFA 2069A, entre autres, qui va permettre de présenter les dépenses que vous avez retenues éligibles associées à des activités de recherche et de développement sur l'année en question. Pour reboucler avec ce qu'on s'est dit précédemment, ça veut dire qu'on doit être en mesure, puisque c'est déclaratif, de justifier précisément le temps qu'on a passé sur un projet, les travaux que l'on a menés, quel est l'état de l'art avant que le projet commence, c'est quoi mes verrous, c'est quoi ma démarche, et c'est quoi les connaissances que j'apporte à l'état de l'art. Voilà. Donc ça, c'est comment l'activer. Le quand, je clôture mon exercice au 31 décembre, et dans la conclusion, on a une petite frise temporelle. Je clôture mon exercice au 31 décembre. J'ai jusqu'au 15 mai de l'année suivante pour clôturer mes comptes et par conséquent pour constituer ma documentation sur l'année passée pour laquelle je dépose mes comptes et pour laquelle je demande du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, comment ça fonctionne derrière? Eh bien, c'est une créance qui va venir se soustraire à votre impôt sur les sociétés. Bien souvent, les premières années, une entreprise, une start-up n'a pas d'IS ou très peu. Donc si le crédit d'impôt recherche est supérieur à l'IS ou qu'il n'y a pas d'IS, eh bien la différence est directement remboursée par l'État. C'est un résultat net, non imposable, qui a directement un effet, et je parle des bénéfices stratégiques, un effet de levier sur votre trésorerie. Et non seulement vous récupérez 30% de l'investissement fait sur l'année N en N+1, c'est important, mais en plus de ça, eh bien vous rééquilibrez ou vous augmentez vos fonds propres. Et donc l'effet levier pour aller chercher des aides publiques qui sont valorisées à hauteur de vos fonds propres, il est immédiat. On parlait de la documentation, c'est déclaratif. Et comme à titre personnel, à tout moment, l'administration fiscale peut vous demander des informations ou un jour émettre un contrôle fiscal. Je vais lever quelque chose de suite. Faire du CIR ne veut pas dire qu'on aura un contrôle fiscal. Ça fait 13 ans qu'on accompagne les boîtes à faire du crédit impôt recherche. Je crois qu'on a eu 5, peut-être 10 contrôles fiscaux en 13 ans. Sachant qu'aujourd'hui, on accompagne une centaine d'entreprises, c'est minime. Le CIR ne déclenche pas un contrôle fiscal. Mais le contrôle fiscal, appelé contrôle de comptabilité générale, peut à un moment s'intéresser à votre crédit d'impôt recherche. Donc le seul moyen de le justifier, eh bien, c'est de le sécuriser. On le sécurise avant tout par une traçabilité, on a vu les outils, le suivi des temps, la préparation, le suivi projet, le suivi financier. La deuxième manière, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est maîtriser l'évolution de l'existant, de votre état de l'art. Si vous êtes dans une optique de créer de la connaissance, à tout moment,
généralement en début de chaque année et de chaque exercice, mettez à jour votre état de l'art parce que c'est le seul moyen de dire je crée de la connaissance parce qu'elle n'existe pas. Enfin, maîtrisez précisément et rigoureusement la documentation associée aux dépenses. J'ai des salariés, soyez en mesure de justifier leur temps. J'ai de la sous-traitance, soyez en mesure de justifier le cahier des charges des travaux qui sont sous-traités et quels sont les livrables. J'ai des dépenses de brevets, soyez en mesure de justifier sur quel brevet et les factures associées. Et le dernier volet, on le retrouve à nouvelle fois, c'est les indicateurs. Aujourd'hui, entre un dossier qui n'a pas d'indicateur tel un docteur, une thèse ou une collaboration de recherche, eh bien forcément, l'indicateur de recherche sera moins fort que celui que quelqu'un qui a ces éléments-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument lancer une thèse chiffre, faire de la sous-traitance ou embaucher un doctorant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que lorsque je pose mon projet, que je suis dans cette phase d'idéation, de structuration de mon projet, pensez à identifier quelles sont les différentes ressources auxquelles vous pouvez faire appel. Et si vous êtes dans une démarche de recherche et développement et que forcément il y a un enjeu à aller soulever un verrou scientifique ou technologique, peut-être que de se rapprocher de la recherche en partageant le développement d'un projet avec une entité de recherche, ça sera intéressant plutôt que de recruter un ingénieur qui n'a pas de lien direct avec la recherche tout de suite. Donc ça, ce sont des bascules et des bons réflexes à avoir. Je lance un projet de recherche, j'identifie quelles sont les personnes que je peux faire travailler ou quelles sont les collaborations que je peux initier. Bien souvent, il y a des problématiques de propriété intellectuelle ou industrielle, on ne va pas en parler là, mais ça reste un sujet. On pourrait en faire d'ailleurs un autre webinaire, c'est comment je sécurise ma API quand je lance un projet de recherche, notamment si je m'adosse à un établissement de recherche. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Comme tout levier fiscal, il y a des contraintes. La première, elle répond directement à la slide précédente sur l'R&D versus l'innovation. Être capable de délimiter en temps réel la limite entre la recherche et l'innovation. Est-ce que je suis en train de faire de la R&D? Est-ce que je suis en train de faire de l'innovation? Sur un même projet, je peux faire les deux. Il faut que je le délimite. La deuxième, le crédit d'impôt recherche n'est qu'un bonus à N+1 sur les dépenses menées sur l'année N. Donc, je dois vérifier, quand je fais mon BP financier, que j'ai bien la trésorerie nécessaire pour tenir jusqu'à que le crédit d'impôt recherche rentre. Parce que dire je vais faire du CIR sans avoir anticipé sa trésorerie, c'est une erreur. Enfin, on en parlait, eh bien c'est le formalisme. Les impôts, demain, s'ils vous demandent des informations complémentaires, contentez-vous de répondre à ce qui est demandé. Ne cherchez pas à donner plus d'informations. Si on vous demande un état de l'art, ne sortez pas un état du marché. Le dossier sera immédiatement rejeté. Quand bien même, pour terminer sur la partie 3 et savoir éventuellement, Benjamin, si tu veux rebondir avant qu'on conclue, on n'est potentiellement pas R&D parce qu'on n'a pas de verrou et on ne crée pas de connaissances, mais on peut être dans une démarche qui vise à développer une innovation de produit. Donc si tu veux insister sur les conditions rapidement. Donc c'est ce qu'on disait au départ quand on a présenté un petit peu la notion d'innovation, c'est que d'un point de vue fiscal, il faut que ça soit un produit nouveau sur le marché, produit physique ou matériel ou immatériel. Un logiciel n'est pas matériel et il est éligible. Il faut réussir à démontrer les performances supérieures, donc d'un point de vue technique, fonctionnalité, ergonomie ou le plan d'éco-conception, c'est un des 4 critères qu'il y a. Et ça finance uniquement la partie maquettage, prototypage du produit avant la mise sur le marché. Petite subtilité, il n'est accessible qu'aux sociétés qui sont PME au sens communautaire. J'ai l'exemple l'année dernière d'une société qu'on accompagnait sur du crédit impôt innovation. Elle a fait une levée de fonds et une société ETI est rentrée au capital à hauteur de 37%. Et en intégrant le chiffre d'affaires et les effectifs, on a dépassé les seuils salariaux et les seuils CA bilan et la société a perdu son statut PME. Attention, petite parenthèse, on ne perd réellement son statut PME au sens communautaire seulement si on cumule sur 2 années consécutives le non-respect des conditions salariales et du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si en année 2024, le capital est dilué, vous ne respectez pas les critères, mais que finalement en 2025, quand vous clôturez, la personne est ressortie, eh bien en fait, la deuxième année, vous êtes de nouveau PME, donc vous ne perdez pas votre statut à l'échelle fiscale. Sur ce crédit impôt innovation, il fonctionne exactement comme le crédit impôt recherche. D'ailleurs, la déclaration fiscale, le CERFA 2069A, c'est le même. On l'active, ce CII, quand on est en mesure de justifier la création de performance par rapport à un produit. On va le sécuriser de la même manière. On va devoir justifier techniquement et financièrement. Donc, dans la démarche de traçabilité des temps, de la documentation du projet, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on va le décliner sur la notion d'innovation.
Et en termes de contraintes, c'est exactement pareil. Il faut respecter le formalisme, être en mesure de bien mettre la limite entre R&D et innovation. Attention, c'est pas parce que c'est pas de la R&D que c'est de l'innovation. D'accord? Et bien souvent, pour innover, on n'a pas besoin de faire de la R&D. Par contre, si on fait de la R&D, à un moment donné, on va forcément innover. Donc, il faut avoir cette petite gymnastique-là continue et puis potentiellement pouvoir l'utiliser à bon escient. Pour terminer sur le crédit impôt innovation, c'est quelque chose qu'il faut utiliser dès lors où on est sur une innovation de produit, mais qu'il faut documenter. Les contraintes sont les mêmes, je le disais tout à l'heure. Par contre, les bénéfices stratégiques, ils sont assez importants également. Anto, si tu veux revenir là-dessus. Forcément, comme vous avez de l'argent qui vient réduire vos impôts ou augmenter la trésorerie, ça veut dire que vous avez plus de moyens pour accélérer le développement de votre produit, donc arriver sur le marché beaucoup plus rapidement. Ça permet de récupérer les dépenses des prototypages pour itérer sur une V2. C'est vraiment intéressant. Ça renforce l'image de marque quand on fait du C2I, parce qu'en général on a de l'innovation, donc ça veut dire qu'on va essayer aussi de participer à des concours pour être reconnu. Ça améliore la visibilité, et pour les investisseurs, voir qu'il y a des produits novateurs qui arrivent, ça démontre aussi que l'entreprise, elle est toujours dans la création, elle est moteur et elle est en rupture avec son marché. Faire du CI, c'est un très bon indicateur également pour vos investisseurs, et bien souvent le dossier que l'on monte pour justifier un dossier crédit impôt innovation est davantage plus proche que le dossier CIR pour aller chercher certaines aides publiques parce qu'il y a l'état du marché, d'où l'intérêt de faire un bon état du marché. Ce que j'appelle le bonus, je vais mettre ma casquette de DAF que j'ai la chance d'occuper parfois pour certaines startups. C'est purement d'un point de vue fiscal ou comptable, d'accord? C'est un encouragement et une notion d'incitativité à dire bah c'est bon, je vais sécuriser ma trésor parce que non seulement j'ai des fonds, je vais les financer un peu avec de l'aide, mais en plus je sais que je vais récupérer potentiellement 20 à 30%. Donc c'est plus qu'un bonus, on va dire que c'est un coup de fouet supplémentaire. Le bonus, je le vois d'un point de vue financier, et j'ai encore malheureusement des gens qui font l'erreur dans le BP financier. Un crédit d'impôt, donc là je parle de la frise qui est en dessous, un crédit d'impôt, qu'il soit recherche, innovation, collaboratif, métier d'art, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, ne doit être intégré comptablement dans votre prévisionnel de trésorerie qu'à N+1. Ne jamais le positionner avant. Il est positionné fiscalement dans votre bilan parce que c'est une créance qui vient se traiter sur votre résultat, mais comptablement parlant et trésorièrement parlant, désolé pour le mot qui n'existe pas mais réel, il ne doit être intégré et comptabilisé dans votre trésorerie que l'année suivante. Ce que je montre par ce schéma-là, c'est que pour un projet qui commence au 1er janvier et qui se termine au 31 décembre par une clôture au 31/12 normale, et pour laquelle j'ai jusqu'au 15 mai de l'année suivante pour déposer, déclarer et déposer mes comptes et déclarer le crédit d'impôt recherche associé, vous voyez bien que le crédit d'impôt, et notamment si je me mets en région Occitanie et notamment sur Montpellier, ça peut prendre parfois un peu de temps. C'est pour ça que nous, on dit aux entreprises, lorsqu'elles nous disent quand est-ce que je vais l'avoir pour le mettre dans mon BP, on leur dit, suivant quand vous déclarez, ne le faites pas rentrer avant mi-année N+1, voire le mois de septembre. Pourquoi ? Parce que si ça rentre plus tôt, bah c'est encore plus la notion de bonus, bah j'avais pas prévu, j'ai une entrée en trésor plus rapide, mais si ça rentre plus tard, eh bien potentiellement votre trésor est fausse. Votre trésor doit être la moins fausse possible, donc pensez bien à positionner dans vos BP financiers le CIR de l'année N ou le CI de l'année N sur l'année N+1. On boucle là-dessus. Ce qu'on appelle le takeaway, c'est au cas où vous vous êtes attardé sur les slides et que vous avez des questions ou en tout cas qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ce qu'il faut garder en mémoire d'aujourd'hui, 5 points. Le premier, c'est la communication que vous allez adopter au sein de votre entreprise. Une bonne communication vous permettra forcément de bien structurer votre projet, de porter une vision claire et de faire évoluer les différents process et les différentes méthodes que vous mettez en place pour faire une veille concurrentielle, marketing ou scientifique, pour positionner un suivi de projet ou un suivi financier et pour suivre l'avancement de votre projet. Le deuxième, c'est définissez un suivi de projet qui est adapté à votre entreprise. Ne cherchez pas, alors c'est très bien de discuter avec des entrepreneurs, de discuter avec des banques, de discuter avec des financeurs. La meilleure définition du suivi de projet, c'est celle que vous allez être capable de mettre en place et de porter et de faire évoluer. Qu'elle soit agile ou moins agile, c'est à vous de créer votre propre suivi de projet en vous appuyant sur des outils pour suivre vos temps et des outils très simples pour suivre vos travaux.
Ça vous permet, c'est le troisième point de conclusion, d'anticiper le plus possible vos besoins de financement. Plus vous anticipez vos besoins de financement, moins vous avez de surprises sur les ressources à y consacrer. D'accord? Ça veut dire qu'il faut accepter de perdre du temps à aller discuter avec les financeurs, votre incubateur, vos conseils pour bien cartographier au départ la cartographie des financements auxquels vous pouvez avoir accès. Évidemment, adopter un suivi régulier des activités, on l'a dit et redit, pour capitaliser sur la connaissance. Et on finira par cette petite phrase qui énerve bien souvent, mais qui est quand même très vraie. Accepter vraiment de perdre du temps au départ et donc de perdre un peu d'argent pour potentiellement gagner du temps par la suite et faire des économies au passage. Voilà. Merci à tous pour votre attention.